Yo tout le monde, bienvenue sur ce premier épisode du podcast In EOG Mind. Alors ce podcast, ça va être un podcast qui va avoir pour but de parler de l'univers du manga dans trois parties bien distinctes. Dans un premier temps, on va revenir sur l'actualité pour voir qu'est-ce qui a rythmé le monde du manga. Ensuite, on aura une partie, on va dire, un peu débat ou bien recommandation de manga. Cela va dépendre de mon humeur et de l'actualité. Et enfin, dans une dernière partie, on évoquera les chapitres, les scans qui sont sortis la semaine dont je ferai le podcast que j'ai le plus apprécié. Et du coup, voilà. J'ai oublié de dire que concernant la parution, ce sera un rythme bimensuel, c'est-à-dire un épisode toutes les 2 semaines. Du coup, on va pas perdre plus de temps et passer directement aux news de la semaine après ce petit générique. On commence avec ces news avec le légendaire manga de sport Captain Tsubasa, qui a connu en 2018 une nouvelle adaptation animée, gérée notamment par le studio David Productions, connu notamment pour avoir fait un superbe travail sur l'animé des 6 parties de JoJo Bizarre Adventure. Donc là récemment on a appris que Captain Tsubasa allait connaître une saison 2. Dans cette saison 2, on suivra l'équipe du Japon durant la Coupe du Monde des moins de 20 ans. On y retrouvera notamment des grandes nations comme le Brésil, l'Allemagne ou la France. Cette saison 2 est prévue pour octobre 2023. L'autre news importante, c'est que le concurrent de la Shueisha, la Kodansha, va lui aussi lancer sa plateforme en ligne, qui va un peu s'inspirer de la plateforme Manga Plus. Ici, la plateforme en ligne s'intitulera Kamanga, où l'on pourra lire les différents mangas présents dans cette maison d'édition. La Kodansha a indiqué que la plateforme aura droit à près de 400 mangas, dont plus de 70 qui sont en cours de parution. On pourra notamment retrouver des mangas comme Blue Lock, la suite de Seven Deadly Sins, et également Eden Zero, et bien d'autres encore. Cette plateforme va être disponible à partir du 10 mai au Japon et aux États-Unis exclusivement. Donc forcément, pour tout ce qui est la traduction, etc., je pense qu'on trouvera les langues soit en japonais ou en anglais. L'éditeur a annoncé que des lectures seront gratuites, avec des chapitres à découvrir sans aucun frais, mais avec une limitation à un certain nombre de pages par jour qui dépendra des séries. Ensuite, on a également, on va dire, l'un des animés qui a le plus marqué ces dernières années avec sa qualité de production et d'animé, c'est Jujutsu no Kaisen. Et là, on a appris que la saison 2 contiendra 24 épisodes et qu'elle couvrira à la fois le passé de Gojo et le tant attendu arc de Shibuya. On a également appris que le seiyuu du personnage de Toji, un personnage que je pense que beaucoup de personnes vont apprécier, sera Taikito Koyasu, qui est notamment connu pour être le seiyuu du personnage de Joe Brando dans Jojo et aussi Aokiji dans One Piece. Il est important de préciser aussi que l'animé, la saison 2 sera toujours produit par Mappa Studio et qu'elle est prévue pour le 6 juillet 2023. Ensuite, on reste toujours dans le monde de l'animation avec là aussi l'un des, on va dire, bangers de ce printemps 2022. C'est la saison 2 de Spy Family qui est prévue pour octobre 2023. C'est durant la Japan Anime qu'on a eu ces informations-là. On a également eu écho du fait que le film d'animation il sera prévu pour le 22 décembre 2023 et qu'il est intitulé Spy X Family, Code White. Ce film aura une histoire originale qui est co-créée par l'auteur du manga en collaboration avec Wit Studio et Cloverworks qui vont réaliser ce film sous la direction de Takashi Takagiri. Enfin, la dernière news de cette rubrique, ça concerne le retour de Kenshin le Vagabond en animé. Toujours durant cette Japan Anime 2023, on a eu le droit à un trailer qui annonce la date de sortie de ce nouvel animé. Il est notamment prévu pour juillet 2023. Ça va être le studio Linden Film qui va s'en occuper de cette nouvelle adaptation du manga animé culte qui est Kenshin le Vagabond. Ce studio a notamment produit des animés comme Tokyo Revenger, Bastard récemment là sur Netflix et également l'animé de 2019, la réadaptation encore en animé de l'habitant de l'infini en 2019 que je conseille fortement, qui est vraiment de très bonne qualité. Et du coup, vu que c'est un peu on va dire un manga un peu vieux qui date des années 90, Kenshin le Vagabond, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire on va dire un bref résumé. Dans ce manga, on suit les aventures de Kenshin Himura, qui est un ex-assassin durant le règne des Tokugawa au Japon, mais avec l'instauration de l'ère Meiji, ce dernier va complètement quitter le monde de l'assassinat et va se faire la promesse de ne plus jamais tuer
et donc va vagabonder dans ce nouveau Japon avec son sabre à lame inversée. C'est vraiment un manga que je conseille qui est vraiment excellent, notamment pour l'une de ses. Pour moi, je pense qu'il a une qualité vraiment qui le démarque des autres, c'est la qualité de ses antagonistes, notamment Makoto Shishio, qui est vraiment, je pense pour moi, l'un des plus grands protagonistes qu'on ait vu dans le monde du manga. Du coup, cette news me fait une parfaite transition pour la partie débat, car comme le Kenshin le Vagabond, on va parler d'un autre manga culte des années 90, plus précisément de sa suite, à savoir Dragon Ball Super. Alors ici, l'intitulé du débat, ça va être vraiment de savoir est-ce que cette suite est utile ou non. Parce que je sais, comme on a pu le voir avec le dernier chapitre qui est sorti, on se rend compte que on ne sait pas où ils vont. Parce que concrètement, les derniers chapitres sont les reprises d'un film, du film Dragon Ball Super Hero qui est sorti il n'y a même pas 2 3 mois. Et or, que à la suite de l'arc Moro, ils avaient annoncé une pause pour réfléchir sur la direction, etc. Mais au final, ils font en manga ce qu'ils ont fait en film, qu'on connaît déjà. Et en plus, c'est pas la première fois qu'ils font cela parce que déjà rien que l'arc de Freezer, son retour, d'abord on l'a eu en film avant d'avoir des années plus tard en manga. L'arc de Jiren, l'arc du tournoi des super pouvoirs, c'était un peu bizarre. Il y a une version, la version manga et la version animée se diffèrent légèrement. Mais pour moi, le gros problème, c'est que vraiment, on a l'impression qu'ils sont pas de direction, qu'ils savent pas où aller. On peut le voir notamment avec le cas de Broly, parce que ils ont sorti le film Broly. Il y a eu l'arc Moro, il y a eu la pause. Je pense que beaucoup de personnes comme moi pensaient que à la suite de l'arc Moro, on aurait peut-être introduit Broly ou bien fait en sorte que Broly soit présent maintenant dans le monde dans le manga et pas que dans l'anime. Mais on est reparti sur un autre arc qui est un copier-coller du film. Donc déjà on voit bien que le film Broly, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi en faire ou qu'ils ont vraiment fait ça pour raniver la flamme chez les personnes qui suivaient Dragon Ball depuis longtemps, parce qu'on sait très bien que pour beaucoup de fans de Dragon Ball, Broly c'est l'un des personnages les plus iconiques, et le fait que maintenant il soit vraiment dans le lore, qu'il soit canon, ça, je pense que ça a ravi beaucoup de fans. Mais pour moi personnellement, je trouve que le Broly qu'ils ont créé là avec Dragon Ball Super, il est beaucoup moins iconique que l'ancien Broly. Vraiment, on se rend compte rien que dans le film, ne parle jamais. Je crois il dit à tout casser, il dit limite deux trois phrases dans le film. Pendant les 40 minutes restantes où il se bat contre Goku, il fait que crier. Donc vraiment pour moi, alors que dans le Broly des films, de la période Dragon Ball Z, vraiment le Broly, c'était un bon méchant parce que il était à la fois sadique, puissant, et il savait qu'il était puissant, donc il prenait un malin plaisir à torturer ses adversaires. Or que là, le Broly qu'on voit dans Dragon Ball Super, on sent qu'il est gentil, un peu naïf, mais on comprend pas pourquoi il se bat. Et en plus, c'est vraiment mal mis en place, parce que on voit que c'est pas une mauvaise personne. Et surtout, la relation avec son père est vraiment, je trouve, ratée, parce que même quand, bon, j'ai un peu spoilé, mais même quand son père meurt, on a l'impression qu'il s'énerve, mais on comprend pas vraiment sa colère, entre guillemets. Donc vraiment pour moi déjà là, le cas Broly montre vraiment à quel point Dragon Ball Super c'est raté. Il y a également le fait qu'il suit avec Broly, que on a vraiment l'impression que Dragon Ball Super c'est vraiment une publicité géante pour vendre des produits dérivés. Vraiment pour vendre des nouvelles figurines avec les transformations Super Saiyan, etc. Et le pire dans cela, c'est que pour vendre leurs produits, qui est Dragon Ball Super, ils sont obligés de garder entre guillemets Goku et Vegeta. Et justement, en fait, le fait qu'ils aient gardé Goku et Vegeta, ils ont complètement détruit la dynamique de ces deux personnages après l'arc de Boo. Parce que déjà, Goku, dans Dragon Ball Super, on dirait un enfant de 5 ans alors qu'il a 45 ans. Il est ignare, et il a perdu toute la sagesse qu'il avait dans Dragon Ball. On peut le voir notamment
Un exemple parfait, c'est quand, je crois si je me trompe pas, c'est quand il est, quand il a sa maladie du cœur, il prend ses médicaments et après il se réveille et qu'il y a eu le combat avec Cell, etc., Vegeta, etc., et il va voir Krillin, et pour savoir tout ce qui s'est passé, il a juste à toucher le crâne de Krillin pour tout savoir. Et vraiment, on voyait que Goku, c'était vraiment le sauveur, la sagesse, etc., même dans l'arc-bout, on voit bien que plus l'enfant qu'il était dans les tout débuts de Dragon Ball. Et là, dans Dragon Ball Super, on le catégorise juste à un homme qui veut se battre. Un homme qui veut se battre et qui est bête. Et après aussi, sa rivalité avec Vegeta, je trouve que elle sert entre pas elle sert à rien, mais qu'elle a été mal négociée dans le sens où à la fin, à la fin de l'arc-bout, on voit bien que même s'ils sont toujours rivaux, les deux, il y a un vrai respect mutuel et cela est témoigné par le fait que Vegeta fasse son discours iconique pendant son combat contre Kid Buu. Or que là, Vegeta, il est résumé que à il veut devenir plus fort que Goku une nouvelle fois, alors que pendant l'arc-bout, on comprend bien que Vegeta, il a dépassé ce stade. Ensuite, je sais que pour beaucoup, il y en a qui vont dire que, mais quand même, Dragon Ball Super, c'est bien parce qu'il y a eu l'arc Zamasu. Et même pour moi, même si cet arc, il est plutôt pas mal, il y a des bonnes idées, notamment Zamasu, le fait que ils veulent. En fait, c'est un, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, mais qui a un plan machiavélique, donc ça devient une mauvaise personne. Ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est son plan et sa vision de l'être humain. Après, pour moi, le gros problème, ça a été la fusion en fait entre Goku et Vegeta. Parce que dans Dragon Ball, toujours, quand il y a Végétaux qui arrivent, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en plus, il y a une contrainte qui montre l'évolution de Vegeta dans le sens où, s'ils fusionnent, ils peuvent plus jamais se séparer. Or que là, dans Dragon Ball Super, justement, ils disent que ils mettent les potas là, ils fusionnent, mais qu'au bout de 15 minutes, la fusion disparaît. Ça détruit toute tension. Et surtout, pour les autres arcs, notamment comme on a pu le voir avec Moro, ça a fait que, à chaque fois qu'ils combattent un méchant, on se dit, mais pourquoi comment on appelle ça, pourquoi ils fusionnent pas en fait, pourquoi ils fusionnent pas pour combattre l'ennemi en fait, ça détruit toute tension. Et en plus la fin de l'arc Zamasu, c'est un Deus Ex Machina avec Zeno qui tue on va dire qui tue la tension dans le manga parce que à partir d'aujourd'hui, si Goku et Vegeta ils ont un problème, ils peuvent appeler Zeno. Oui, ce problème il est encore là avec l'arc de Freezer. Parce que là, encore une fois, il y a un espèce de Deus Ex Machina qui sauve Son Goku, etc. Parce que Whis, avec son espèce de bâton là, il revient dans le passé pour permettre à Goku de enfin de battre Freezer avant que ce dernier ne fasse exploser la Terre. Donc là aussi on se dit mais pourquoi en fait à chaque fois c'est pas Whis qui règle les problèmes. C'est pour ça l'arc Moro, à chaque fois on se disait mais pourquoi ils fusionnent pas, c'était pas logique. Et même là l'arc avant l'arc des super héros, l'arc du j'ai oublié le nom du méchant. L'arc avec Granola, justement là à chaque fois même parce qu'on voit que Goku et Vegeta se font dépasser, t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils fusionnent en fait pour qu'ils règlent le problème. Et la seule explication pour pas qu'ils fusionnent, c'est à chaque fois la même, c'est qu'ils sont entre guillemets, c'est qu'ils sont rivaux et qu'ils ont leur fierté saiyenne. Mais si l'univers est en danger, c'est une raison puérile pour pas fusionner. Donc tout ça fait que le fait que ces deux personnages, on a complètement effacé leur évolution par rapport à la fin de l'arc de Boo, ça a complètement détruit, on va dire, la dynamique de leur relation. Et surtout, ça empathie sur la qualité de Dragon Ball Super. Pour moi, je pense que il y a que vraiment, je pense, deux solutions pour vraiment rattraper on va dire, je suis méchant, mais on va dire le carnage qui est Dragon Ball Super. C'est que soit ils rattrapent vite la fin de DBZ, c'est-à-dire qu'ils arrivent au moment où Goku va entraîner Oob,
où ils essaient vraiment de se concentrer sur des nouveaux personnages et qui, entre guillemets, qui écartent complètement Goku et Vegeta de l'histoire. Et que par exemple, on se concentre soit sur des aventures de Oob, ou soit on suit Goten et Trunks, mais même là, on va dire, il y a l'arc des super-héros, mais c'est très bref. Mais vraiment, on les suit les deux. Goten et Trunks, peut-être, je sais pas moi, avec Jaco dans l'arc avec la patrouille intergalactique, ou même, je sais pas, des aventures sur la Terre, mais en vrai, de vrai, des aventures sur la Terre, je pense que ce serait pas très pertinent parce que il y a aucun ennemi qui est susceptible d'être une menace pour la Team Z, quoi. Je pense que, en plus du fait qu'ils ont développé les différents univers, je pense qu'il faudrait qu'ils l'exploitent en faisant en sorte que des personnages naviguent à travers ces différents univers. Donc je pense que les plus aptes à faire ça, c'est Trunks et Goten, ou bien Oob. Pour moi, c'est vraiment ces trois personnages-là, et c'est vraiment, pour moi, la solution la plus... Ce serait la plus logique pour moi pour faire en sorte que... Pour donner des nouveaux enjeux, et faire en sorte qu'on s'intéresse vraiment à Dragon Ball Super, parce que je pense que la plupart ils suivent Dragon Ball Super par nostalgie. Ils suivent mais sans vraiment aimer. Surtout, j'avoue, moi c'est mon cas. Et surtout, je pense que il n'y a plus rien à raconter avec Goku et Vegeta. La preuve, c'est que pour faire en sorte que Goku soit encore pertinent dans le manga, ils l'ont rendu totalement débile. Qu'il ait un âge mental d'un enfant de 10 ans, or qu'il a 40 ans. Donc c'était vrai, ça, on voit bien que là, ils ont vraiment plus rien à raconter avec Goku et Vegeta. Après, il y a aussi une autre solution qui est radicale, c'est qu'ils arrêtent Dragon Ball Super, parce que je pense qu'ils ont vraiment rien à raconter, et ça le prouve avec le fait que les actuels chapitres qu'on suit à la suite d'une pause de 4 mois, on refait des chapitres d'un film qui est sorti il y a 2 3 mois. C'est complètement ridicule. Donc c'est vraiment ces solutions-là que je pense qui sont le meilleur pour soit vraiment on arrête complètement Dragon Ball Super et on passe à autre chose, soit alors on arrête les aventures de Goku et Vegeta et on passe sur d'autres personnages. Pour moi, c'est vraiment se concentrer sur des nouveaux personnages, ça peut être vraiment le meilleur moyen pour rendre intéressant Dragon Ball Super. Du coup, pour clôturer ce premier épisode du podcast, on va passer à la dernière partie qui concerne les, euh, les ou le chapitre qui m'a marqué cette semaine. Cette semaine, il y en a deux. Il y a d'abord le chapitre de Kingdom, le 752. Ah, j'ai oublié de prévenir, bon, dans cette rubrique, ça va giga spoil. Donc, si vous n'êtes pas à jour, je peux comprendre que vous quittez le podcast. Mais plus sérieusement, vraiment, je trouve je pense que je pense qu'à la fin de Kingdom, je pense qu'il sera peut-être, ouais, il sera dans le top 10 des plus gros chapitres qu'on ait vus, parce que il conclut la vie d'un des personnages, je pense, le plus emblématique de Kingdom, à savoir Kanki. Vraiment, ce qui a été intéressant avec cet arc de Zao, même s'il était vraiment long, cette conquête de Zao et cet affrontement avec Riboku, c'est que pour moi, on a pu voir que au départ, on pensait que Kanki c'était vraiment un bandit qui torturait des gens, qui s'en foutait des gens. Or qu'au final, en fait, je pense pour moi, c'est peut-être la version, c'est une version un peu tourmentée de Heisei, dans le sens où, contrairement à Heisei, Kanki, il y a une personne qui l'a entre guillemets sauvé des ténèbres, mais cette personne, elle l'a replongé dans les ténèbres en mourant. Or que Heisei, la mort de la personne qui l'a sauvé, en gros, ça lui a apporté encore plus de lumière, et ça l'a encore plus reconforté dans le fait qu'il faut faire confiance à l'homme. Or que Kanki, c'est tout le contraire. Mais pourtant, Kanki, quand il a sa discussion avec le roi de Qin, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique clairement que, ok, peut-être Heisei a un choix noble, c'est-à-dire de réunir la Chine pour qu'il n'y ait plus de guerre, mais ce choix de faire cela, en faisant cela, il va créer l'un des génocides, enfin, pas des génocides, mais il va tuer des milliers de personnes, en fait. Il va avoir des milliers de personnes sur la conscience. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que
Au début, on pourrait penser que Kanki était une personne qui était seule et qui manipulait les gens. Mais au contraire, en fait, c'était quelqu'un de aimé, respecté, et que cet amour n'allait pas dans un sens, mais il allait dans les deux sens. C'est que Kanki, vraiment, il aimait les bandits, et comme ils le disent dans le chapitre, il les considérait comme sa famille. Et je trouve que ça a vraiment rendu Kanki encore plus complexe et encore plus intriguant, même s'il meurt, mais ça l'a rendu encore plus intriguant parce que on a bien compris que Kanki, il est à la fois un personnage qui a des choix moraux, on va dire, immondes, mais qu'en même temps, c'est une personne qui comprend totalement son monde, notamment en disant à Riboku que pour lui, en faisant ses guerres, etc., en faisant ses guerres, pardon, il nourrit, entre guillemets, les riches, mais ils appauvrit encore plus les pauvres. En fait, à chaque fois qu'il y a des conflits, etc., ils sauvent pas les pauvres, en fait. C'est les pauvres encore qui subissent les répercussions de ces guerres. Et vraiment, je trouve ça a été, c'est très, ça a été très malin de la part de Hara de faire ça avec Kanki, en fait. Franchement, personnellement, moi, je m'attendais pas que Kanki ait ce développement-là et que finalement, en fait, ce soit un peu. Que lui et Issei soient, on va dire, une face différente d'une même pièce, en fait. Et ouais, vraiment, franchement, en plus, la page avec sa mort est vraiment iconique. Et surtout, elle pose plein de questions sur la suite parce que là, je pense qu'on se doute que. Je pense que la conquête de Zao va être mise en pause. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va montrer Kin essayant d'attaquer un autre état, à savoir Han ou Wei, ça va être impossible vu qu'il y a l'accord. Donc je pense que ça va être Han parce que Shu, c'est impossible qu'ils attaquent dès maintenant alors qu'ils ont perdu l'un des six grands généraux. Et aussi l'autre question, ça va être qu'est-ce que va devenir la bande de Kanki, le clan Saki et les restes des bandits qui restent avec Moron. Et également, qui va prendre de la place de Kanki dans le système des six grands généraux? Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui va pouvoir prendre la place de Kanki? Parce que déjà à la base, ils doivent être 6 mais Ace, il n'en a élu que 5. Donc pour moi, ce chapitre, il pose énormément de questions et aussi, vraiment, il clôture la fin d'un personnage qui était vraiment emblématique. Et du coup, pour passer à l'autre chapitre qui m'a marqué, c'est le dernier scan de One Piece, le 1079. Alors le chapitre, on va dire, il a fait énormément débat, notamment par rapport au cas d'un personnage qui est celui de Kid, et le fait qu'il soit fait one-shot par Shanks. Alors pour moi, personnellement, ça m'a pas plus choqué que cela, dans le sens où, pour moi, c'était sûr à 1000% que Kid n'allait pas battre Shanks. Ça, pour moi, c'était impossible, surtout vu le niveau actuel de Kid, en fait. Parce que Kid, malgré le fait qu'il a un éveil de son fric qui est vraiment incroyable, le fait de pouvoir de donner à un ennemi le fait qu'il aimante tout sur lui, je trouve que ça crée vraiment de gros dégâts comme on a pu le voir avec le combat contre Big Mom. Mais son problème, c'est qu'il a aucun acquis avancé. Son acquis de l'observation, il n'est pas avancé, il peut pas voir dans le futur. Son acquis de l'armement, il est pas avancé, il peut pas faire comme Luffy avec le Rio. Et surtout, son acquis du roi, il le maîtrise pas du tout, contrairement aux gros personnages du manga, à savoir Luffy, Kaido, Big Mom, Shanks là, il l'a montré, Barbe Noire aussi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'étais persuadé que Kid allait se faire battre. Je pensais pas dans de telle ampleur, je pensais pas d'un one shot. Mais après, en vrai, le one shot, il est logique. Parce que beaucoup, en fait, ont reproché au one shot par rapport au combat Barbe Noire et Law. Dans le sens où on voit que entre Barbe Noire et Law, il y a un échange de coups. Or que là, entre Kid et Shanks, il n'y a eu aucun échange de coups, c'était vraiment direct, je te termine. Mais ce qu'il faut pas négliger, c'est que pour moi, il est pas incohérent le one shot parce que, contrairement à Barbe Noire, Shanks, dès le début, il a respecté Kid. Et ça, on te le montre plusieurs fois en fait. On te le montre quand il arrive sur son bateau et qu'il parle
qui parle avec Yasop, pardon, et qui lui demande s'il a toujours ses blessures. Il y a également le fait qu'il dit à sa flotte de pas intervenir, parce que c'est Kid quand même, il a une prime de 3 milliards. Il dit également à Lukiro qui lui dit mais t'inquiète chef, on va s'occuper de ça. Il lui dit mais en fait, sous-estimez pas la jeune génération en fait, parce qu'il a quand même une prime à 3 milliards. Et surtout, et en plus ça fait, on va dire, ça fait écho au premier chapitre de One Piece, c'est que il voit dans le futur que l'attaque de Kid, elle peut détruire sa flotte et donc entre guillemets sa famille. Et comme il le dit dans le premier chapitre de One Piece, si tu touches à ses potes, bah tu risques de mourir ou de te faire défoncer quoi. Donc clairement, dès le début, il l'a respecté et c'est pour ça qu'il le one shot et que en plus Kid il est surpris parce qu'il voit Shanks arriver d'un coup comme ça. Donc pour moi, tout est logique. Après, le fait que les gens aient peur qu'on assiste à la mort de Kid ou le fait que Kid est finito, on va dire, c'est le fait que les deux géants détruisent son bateau. Mais pour moi encore, ça fait écho au chapitre 1, au moment où un des bandits pointe une arme sur Shanks et il lui dit si tu tires pas, bah tu risques de subir les conséquences et Lukiru, le casse d'après, il le bute. Donc pour moi, ça fait vraiment écho au fait que Kid a été entre guillemets trop présomptueux, mais également aussi le fait que Kid est puissant, il respecte sa puissance. Donc il est allé direct, il a fait une attaque qui pouvait le one shot quoi. Et aussi, je pense que ce qui a fait un peu débat pour les gens par rapport à ce chapitre, c'est aussi le fait que Kid a eu un vrai développement a eu un développement à Wano pour montrer qu'il avait une bonne puissance, notamment avec l'éveil de son fruit. Mais le problème pour moi, c'est que on a été trop, comment dire ça, on a été trop sur le fait que maintenant qu'il a battu Big Mom avec l'eau, Kid avait une puissance, il était limite plus fort que Big Mom, or que pas du tout en fait. En fait, le problème, c'est en plus, pour moi, c'est l'un des échecs de Wano, c'est que Big Mom a été trop nerfé dans le sens où, en vrai de vrai, si Oda avait été cohérent, Big Mom en deux trois coups, elle aurait dû défoncer Law et Kid en fait. Parce que contrairement à Luffy, Kid et Law ont pas une super résistance et surtout leur acquis de l'armement est beaucoup plus faible et moins développé que celui de Luffy. Et alors que Big Mom, de base, c'est un monstre de puissance. Elle maîtrise toutes les formes de Jackie. Et en plus, elle a l'un des fruits du démon le plus cheaté du manga. Donc, en fait, le problème, c'est que comme le combat de Big Mom, pour moi, il a été mal géré sur cet aspect de la puissance, ça a un peu induit les personnes en erreur sur la vraie puissance de Kid. Et aussi, c'est cette incohérence avec Big Mom, il y en a beaucoup qui vont l'expliquer en disant que Big Mom, elle a été présomptueuse, et c'est vrai. Elle a sous-estimé Kid et Law, mais pour moi, même le fait qu'elle les sous-estime, ça explique pas trop pourquoi elle a pu les battre. Et en plus, même la fin du combat, c'est pas vraiment Kid et Law qui battent Big Mom. C'est plus, ils la font tomber et elle frappe dans une bombe qui la, on va dire qu'il la met KO. Après, on sait pas ce qui s'est passé. Il y en a qui pensent qu'elle est morte, pardon. D'autres pensent qu'elle va revenir à Elbaf. On sait pas encore le cas de Big Mom, mais pour moi, en fait, le fait que les personnes soient autant choquées par le one shot de Shanks, c'est dû en grande partie par le fait que le combat Big Mom contre Kid et Law, je pense qu'il a été mal géré par Oda. Et aussi, il est important de rappeler que je pense que contrairement à Kid, parce que beaucoup ont fait le parallèle avec Law, contrairement à Kid, Law, lui, il est beaucoup plus réfléchi. Et surtout, on voit bien que, contrairement à Kid qui voulait attaquer tout seul, mais en sortant on va dire l'une de ses plus puissantes attaques, Law, lui, il a vraiment, on voit tout son équipage qui travaille en fait pour le défendre et quand il se bat contre Barbe Noire. Et surtout, Barbe Noire, dans tous ses combats dans One Piece, à chaque fois il prend des dégâts. Et ça c'est expliqué avec son fruit en fait. Il le dit que son fruit l'a fait en sorte qu'il est un peu plus vulnérable, on va dire, au fruit du démon. Et surtout, pour moi, l'eau a un fruit du démon encore plus destructeur que celui de Kid. Donc forcément,
vu qu'il savait pas qu'il avait éveillé son fruit, c'est normal que Barbe Noire prenne plus de dégâts. Mais après, je pense, j'en suis même persuadé que Barbe Noire va exploser l'eau. Après, je pense que l'eau va pas mourir. Pareil pour Kid. Je suis sûr que Kid va revenir. Soit elle baffe, parce qu'il a battu Big Mom, donc peut-être les gens vont l'aider. Ou soit il va revenir à la fin de One Piece quand ils vont se battre contre Im-sama, etc. Donc à voir. Et l'eau, pareil, je pense que c'est avec la même chose. Et en plus, l'eau, c'est un dit qui a à peu près le même rêve que Robin. Donc je pense que l'eau a encore sa part d'importance, surtout en plus l'importance de son fruit en fait qui permet d'être immortel. Je pense que c'est pas un truc qui va être jarté comme ça de One Piece alors qu'on rentre dans la saga finale. Après ce qui était un peu on va dire un peu décevant dans ce chapitre, même s'il était excellent, c'est on va dire le traitement de York, qui est la traître, mais on comprend pas trop. En fait, on comprend pas trop son plan. Je le trouve pas très logique, dans le sens où je comprends pas comment elle a pu faire en sorte d'enfermer tous ces agents du CP0 et CP5, CP6, etc. sans que les Vegapunk soient au courant, parce que après peut-être je me trompe, hein, mais si j'avais bien compris, toutes les données des Vegapunk sont centrées dans le Punk Record. Donc je comprends pas comment elle a pu faire en sorte que cette information n'aille pas chez les autres Vegapunk. Moi, personnellement, je pensais que vraiment, un peu comme dans les Avengers, qu'on va dire Punk Record allait créer une identité propre et qu'il allait se rebeller contre Vegapunk, un peu comme Ultron quoi, dans les Avengers. Et ça, et surtout, je comprends pas pourquoi maintenant, parce que dans le chapitre, il est clairement expliqué elle est au courant que le gouvernement mondial veut la tuer. Donc je comprends pas pourquoi elle poursuit son plan en fait. Pourquoi elle veut toujours tuer toutes les personnes présentes à part Stella comme elle dit. Donc pour moi, la seule, l'une des seules solutions possibles pour qu'elle veuille toujours être dragon céleste entre guillemets, c'est soit elle a conclu un pacte avec Barbe Noire, parce qu'on voit à la fin on voit dans une case qu'il y a un bateau de Barbe Noire qui arrive. Soit l'un des commandants de Barbe Noire va arriver, on pense beaucoup à Shidu ou à Okiji. Mais je me dis que même là, je comprends pas pourquoi elle voudrait buter les autres, pourquoi elle s'enfuirait pas juste au lieu de perdre son temps en fait. Donc c'est pour ça, je pense que le cas York va beaucoup déterminer l'importance du traître. Enfin, si ça a été pertinent de mettre un traître ou pas dans l'arc Egghead. Et aussi, il y a aussi le fait que qu'est-ce qu'il va faire des Séraphins en fait. Parce que là, si Barbe Noire il vient, il y a une théorie qui était plutôt intéressante que j'ai vu passer, c'était qu'en gros, peut-être Barbe Noire il a passé un pacte avec York justement, et ce pacte c'est que d'avoir le Séraphin de bois, parce qu'elle a son fruit du démon, et que peut-être, et vu que de base Barbe Noire voulait ce fruit-là, donc peut-être il va utiliser ce Séraphin pour réaliser son plan. Donc on sait pas vraiment encore. Donc c'est pour ça, c'est la seule partie un peu floue là du chapitre qui était pas très top on va dire. Parce qu'en plus le fait qu'elle se pétrifie après qu'elle se dépétrifie, pour moi c'est trop gros en fait. Alors que Vegapunk est présenté comme l'homme le plus intelligent, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pas pu voir cette douille on va dire arriver. Donc pour moi là le prochain chapitre il y a une pause, mais ça va être vraiment intéressant de voir quel traitement il va donner à York, parce que pour l'instant, même si scénaristiquement parlant ça se justifie que York soit la traite, justement parce que c'était dans les Stellas de Vegapunk, c'était elle qui représentait on va dire la gourmandise, l'avarice, etc. Donc scénaristiquement parlant, c'est cohérent que ce soit elle la traite, mais son plan son plan il tombe un peu à l'eau en fait. Surtout vu qu'elle sait que la marine veut la tuer en fait. Pour moi, pour que Oda laisse ça, et en plus qu'il fasse apparaître le navire enfin le navire, c'est un radeau de Barbe Noire, je pense qu'il y a une alliance entre les deux, et que c'est Barbe Noire qui va permettre à York et Boa je pense, de partir. Mais après, la question qui va se poser, c'est est-ce que son objectif c'est toujours d'être dragon céleste, parce que je vois pas en quoi Barbe Noire va l'aider à être un dragon céleste. Voilà. J'ai un peu dit toutes mes idées. Du coup, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé, et dire si vous avez trouvé ça un peu trop long, pertinent ou pas. N'hésitez pas à me faire un retour. Et du coup, moi je vous dis dans 2 semaines. Peace, j'ai envie de dire.